Le soleil se couche sur la baie de Miami. À quelques kilomètres de ces vues paisibles, installés sur un simple parking, une vingtaine de gros bras s'équipent d'un matériel de guerre. Ces policiers d'élite préparent une opération dangereuse, l'assaut de la maison d'un dealer. Car ici, ces trafiquants ont des réactions de plus en plus imprévisibles. Gonzalez s'occupera des coins 1 et 4 et réagira en fonction du déroulement de l'intervention. Q, la même chose sur les coins 1 et 2. Le suspect est un homme noir, soupçonné d'homicide. Gardez-le en tête. Il est censé avoir plusieurs armes dans la maison. Des questions? Non? Allez, on y va. L'opération est sous la responsabilité du lieutenant Joel Bello. Il faut qu'on garde les yeux ouverts sur toutes les personnes dans cette maison. Chacun d'eux est un potentiel danger. Cette unité d'élite, c'est le SWAT de Miami, l'équivalent du GIGN et du RAID chez nous. Équipés de la tête aux pieds comme des militaires, ils se déplacent à bord de ces véhicules blindés. Pendant le trajet, les hommes restent agrippés à l'extérieur. De cette manière, à l'arrivée, ils pourront entrer en action immédiatement. Drôle de spectacle au cœur de la ville. Les rues prennent l'allure d'un pays en guerre. La maison qu'il cible est au bout de cette rue. Le dealer va-t-il riposter face à l'assaut de ces 20 policiers? Terrorisé, un homme qui était sur le seuil de la maison se couche à l'arrivée de la police. Il le dégage sans ménagement. En quelques secondes, la grille et la porte sont défoncées. Mais coup de théâtre, deux individus s'échappent par l'arrière de la maison. Des suspects qui courent, dis-le à tes gars! Le lieutenant Bello avertit d'autres unités de police présentes sur place. Les deux suspects n'iront pas loin. Ils sont interpellés à quelques mètres de la maison. À l'intérieur, deux enfants apeurés avec leur mère se laissent facilement interpeller. Le dealer, qui fait l'objet du mandat d'arrêt, est lui aussi interpellé sans problème. Je peux t'aider à te tourner si tu veux. Je peux me tourner tout seul. T'es un dur, toi, hein? Je ne suis pas un dur, mais si vous voulez m'arrêter, faites-le. Écrouez-moi. Laissez-moi parler avec un avocat. À l'intérieur, les découvertes faites par le lieutenant Bello laissent plutôt entendre qu'il était bien à la tête d'un trafic de drogue. Un revolver prêt à faire feu que le type utilisait pour protéger son trafic de stupéfiants. Si on continue dans la maison, ça, on l'a trouvé dans le jardin. C'est un fusil. Et ici, un chargeur pour une Kalachnikov, un paquet d'argent et de drogue. Et à l'arrière de la maison, ils ont même trouvé un fusil de sniper. Les détectives vont l'analyser, ils vont déterminer si cette arme a été utilisée pour des fusillades ou des homicides. Vous pouvez faire beaucoup de dégâts avec ça. Il est 22 h. Les policiers du SWAT, fatigués, rentrent après 3 interventions dans la journée. Avec eux, c'est une autre facette de Miami que l'on découvre. Miami, c'est l'une des villes qui fait le plus rêver aux États-Unis. Avec son climat tropical, on s'y baigne toute l'année sur des plages infinies, bordées d'eau turquoise. En centre-ville, il y a ces magnifiques bâtiments art déco. Tout près de là, sur la corniche, c'est le royaume de la frime. Une ville très étendue, de 2,5 millions d'habitants, dont près des 3/4 sont d'origine hispanique. Beaucoup viennent de Cuba, tout proche. L'espagnol, ici,
c'est la deuxième langue. Une ville dynamique, où l'on peut gagner beaucoup d'argent et vivre dans de somptueuses villas, les pieds dans l'eau. Une ville où l'on aime afficher sa réussite et faire la fête. Il fait super chaud à Miami, 36 degrés. Mais la cité a aussi un tout autre visage. C'est ce que va nous montrer le lieutenant Joel Bello du SWAT. Proche de la Colombie, Miami a longtemps été la porte d'entrée de la cocaïne aux États-Unis. On survole le fleuve de Miami. C'était une voie d'entrée pour la drogue dans les années 80. Aujourd'hui, la ville n'est plus une tête de pont du trafic de cocaïne, mais elle est gangrénée par l'activité d'une multitude de petits dealers. Récemment, il y a eu beaucoup de fusillades liées à la drogue. C'est comme ça qu'ils règlent leur compte. Du coup, le nombre d'homicides atteint des sommets à Miami. 217 l'an dernier, c'est 3 fois plus qu'à Paris. On vous envoie 2 suspects. Face à cette délinquance, une unité d'élite de la police, le SWAT. Ils font la guerre à la drogue, mais pas seulement. En cas d'attaque terroriste à Miami, ils sont en première ligne. Suréquipés et surentraînés, ils ont exceptionnellement accepté nos caméras pendant des semaines. Mais le crime à Miami prend d'autres formes. Nous avons également suivi une brigade spécialisée contre le vol de voitures, un phénomène massif dans la ville. On dirait bien un impact de balle. Cette délinquance, très présente, devient presque un spectacle ici, qui fait vivre des mercenaires du fait divers. Comme ce caméraman, prêt à prendre tous les risques pour faire la une des JT. Je conduis avec mes coudes et j'écoute les radios de la police à 130 km/h. En immersion avec des unités d'exception, plongées au cœur du crime à Miami. Ce jour-là, le SWAT s'apprête à intervenir dans les quartiers nord, un des endroits les plus pauvres. Un lieu où il y a beaucoup de trafic de drogue et régulièrement des fusillades. Une vingtaine d'hommes du SWAT se sont positionnés sur le parking du commissariat local, sous l'autorité du lieutenant Bello. Comme pour toutes les interventions, ils sont venus avec leurs impressionnants véhicules, spécialement conçus pour eux. Vous voyez, c'est un véhicule blindé très solide. Ça peut arrêter tout type de balle. Il est même équipé d'une tourelle pour un tireur d'élite. C'est une plateforme stable pour que le tireur puisse protéger l'équipe pendant qu'on se rapproche de la cible. Ils se servent de ces véhicules pour s'ouvrir la voie, grâce à ce bélier. Nous pouvons attacher le bélier à l'avant pour abattre des portes. Et en plus, il a un système pour injecter du gaz. Un vrai atout pour entrer dans des endroits très protégés. Et aujourd'hui, les hommes du SWAT vont avoir besoin de toute leur force de percussion. Ils doivent arrêter un dealer bien installé dans le quartier, qui vend du crack, de la cocaïne, de la marijuana. Le convoi se met en route. Les voitures de police leur ouvrent la voie. Ils débarquent 30 mètres avant la maison et longent ce commerce pour ne pas être repérés. Rien n'est laissé au hasard. Même la poubelle est contrôlée. Ces deux costauds ont beau s'attaquer à la porte avec une masse et un pied de biche, la grille résiste beaucoup plus que prévu. Du calme, les gars. Pendant ces longues secondes, le dealer peut s'échapper au plus dangereux, s'emparer d'une arme. Marteau, marteau.
La porte cède enfin. Que vont-ils trouver à l'intérieur? Le dealer, dépassé par le déploiement de force, est maîtrisé. Il va maintenant être interrogé par ces policiers cagoulés qui font partie de la brigade des stupéfiants. Le travail du SWAT est terminé. À l'intérieur du camion, la tension retombée, le groupe décompresse. Comme vous pouvez le voir, une fois que l'opération est terminée, ces types passent d'une grande concentration à la rigolade. Ils viennent d'assurer une arrestation, et il y en aura d'autres. Et rigoler fait du bien dans une telle journée. Mais l'ambiance redevient vite sérieuse au moment du débriefing. La lenteur avec laquelle ils ont défoncé la porte aurait pu être dangereuse. Si le gars ouvre le feu avec une arme, tu es exposé. Donc il faut que tu sois plus adroit et plus efficace avec le pied de biche. Car plus tu restes devant la porte, plus tu es exposé au danger. Mais ils ont eu de la chance. Et globalement, l'opération a été un succès. On l'a maîtrisé rapidement. On s'est bien séparés à l'intérieur et on a arrêté la cible dans la chambre à coucher. Ça a été fluide. Bravo les gars. Les hommes du SWAT ont terminé leur journée, mais ils restent en alerte 24 heures sur 24. C'est à l'écart du centre de Miami, dans cette zone de bureaux, qu'est installé le quartier général du SWAT. Le bâtiment héberge les véhicules de l'unité d'élite et la trentaine d'hommes qui la composent. Avec 19 ans de service, Troy est l'un des plus anciens, et il nous fait visiter un endroit normalement inaccessible au commun des mortels, l'armurerie du SWAT. Ces bureaux étaient avant le siège d'une banque. Ce que vous voyez ici, c'était la salle des coffres. Ici à gauche, on a tout un tas d'armes, des fusils à pompe, des pistolets mitrailleurs. À droite, on a toutes nos armes pour les grenades lacrymogènes. Dans la pièce d'à côté, il y a des centaines de cartons de munitions, alors qu'ils ne sont que 30 hommes au SWAT. Ici, c'est l'endroit où on garde toutes nos munitions. C'était un coffre-fort à une époque. Donc aujourd'hui, on y conserve ce qui est pour nous l'équivalent de l'argent, des balles. On en a plus de 100 000. Au cas où quelque chose de gros se passerait, on a un surplus de munitions. Et dire qu'en plus de ça, chacun conserve de manière permanente avec lui un pistolet et 2 fusils. Alors dans quel but a été créée cette unité d'élite surarmée? Le SWAT n'a pas vu le jour à Miami, mais à Los Angeles. En 1965, la police est débordée par d'importantes émeutes raciales. Pour faire face, les policiers créent une unité surentraînée, suréquipée, inspirée de l'armée. Le SWAT, Special Weapons and Tactics, pour armes et tactiques spéciales. Progressivement, toutes les polices du pays créent leur SWAT. À Miami, ce sera en 1974. Ça, c'est notre Hall of Fame. On voit ces photos décolorées. Elles commencent à dater. Ce sont les pères fondateurs de notre unité SWAT. Aujourd'hui, nous sommes leurs héritiers. Je pense une des meilleures équipes du pays. Au fil des années, le SWAT a multiplié les interventions délicates, comme en 1997, lors de l'assassinat du célèbre couturier Versace. L'unité a assiégé le domicile du meurtrier, qui a fini par se suicider. Ici, on voit des membres du SWAT se rapprocher de la maison où des coups de feu ont été entendus. Ces missions ont suscité la vocation de Troy. Ils sautent en rappel des hélicos, des immeubles, ils défoncent des portes, arrêtent des types. Ils ont le meilleur matos. C'est de la pure adrénaline, du début à la fin. De l'adrénaline, mais aussi des tactiques d'intervention dans lesquelles ils sont passés maîtres et qu'ils ne cessent d'améliorer. Là, ils font un exercice sur une prise d'otage. Le preneur d'otage est neutralisé, mais on a des blessés un peu partout. Si par exemple vous avez une pièce libre là, rassemblez les blessés. Mais au-delà de la théorie, c'est la pratique qu'ils travaillent le plus. C'est à quelques kilomètres du QG du SWAT, dans ce petit coin de verdure, que les policiers d'élite viennent s'entraîner. Troy a maintenant des centaines d'interventions dans les pattes. Il est donc l'un des mieux placés pour transmettre son expérience.
Allez les gars, prenez vos affaires, équipez-vous. On commence. C'est Troy qui dirige l'entraînement. Ces hommes ont le même matériel que l'armée américaine. Le Colt Commando, c'est notre arme principale pour entrer dans ces maisons. Beaucoup de soldats utilisent ce même fusil. On a toujours un casque balistique. Et ça, c'est notre gilet pare-balles, avec kit médical, la radio et même un masque à gaz. Au total, près de 30 kilos de matériel. Il dispose aussi de cette grenade, la flashbang. Elle explose en faisant beaucoup de bruit et de lumière, ce qui permet de neutraliser quelques instants l'adversaire. L'entraînement aura lieu à balles réelles. Les gars, au moins un chargeur pour le pistolet et au moins 2 chargeurs pour le pistolet mitrailleur. Les hommes du SWAT vont évoluer dans cette réplique grandeur nature d'une maison. L'exercice du jour, neutraliser des malfrats retranchés à l'intérieur. Ils sont armés et menacent d'ouvrir le feu. Troy installe un peu partout des cibles qui les représentent. Lors d'un mandat d'arrêt, on ne sait pas où sont les suspects. Donc je place ces cibles à tous les endroits où ils pourraient être en vrai. Par exemple, assis sur une chaise, derrière un bureau. L'exercice démarre. Ce qu'il va faire, il va jeter un coup d'œil, ce qui prend une demi-seconde, et choisir un côté. Troy enseigne à ses hommes l'art de se protéger mutuellement. Quand je traverse cette porte-ci, lui va couvrir mon côté droit. Quand je marche, il couvre mon côté droit, et pour moi, c'est bon. Je dois juste faire attention à ce que j'ai devant moi, et mes hommes couvrent sur les côtés. C'est le principe de l'exploration d'une pièce. Couvrir les angles et protéger les côtés. Une progression qui se fait avec une concentration extrême. Ils doivent observer, identifier la cible, comprendre s'il y a une menace et tirer. Tout ça en une fraction de seconde. On passe à la pratique. Allez-y. Le laser vert leur permet de viser. Les hommes du SWAT, comme tous les policiers aux États-Unis, peuvent ouvrir le feu avec plus de facilité que les policiers français. Dès qu'une arme est pointée vers eux, mais aussi s'ils considèrent qu'une arme dissimulée va être utilisée. Fin de l'exercice. Mettez le cran de sécurité. On peut voir qu'ils ont fait un excellent boulot. De la porte à ici, il y a environ 10 mètres. Et ils ont tous touché la poitrine. Allez, on refait. Cet exercice, ils le répètent des dizaines de fois dans l'année pour que tous ces gestes deviennent des automatismes. Mais les hommes du SWAT doivent s'entraîner pour faire face à des situations encore plus délicates. Aux États-Unis, les tueries de masse sont nombreuses. Dans les universités, dans les écoles, dans les églises, rien qu'en 2015, 475 personnes ont été tuées de cette manière. Aujourd'hui, à l'université de Miami, la police va se livrer à un exercice. Tu te fous de ma gueule? Je te vois! Il est où, putain? Le scénario est simple. 2 tireurs sèment la terreur sur le campus. De simples policiers interviennent d'abord. Il y a des gens par là. Ils libèrent certains otages et neutralisent l'un des tireurs. S'il vous plaît, ne me tuez pas! Ne me tuez pas! Mais le deuxième s'est retranché dans un bureau. C'est le SWAT qui reprend la main. Une équipe investit les lieux. Il est près de la porte, à gauche. Il progresse avec précaution et fouille chaque pièce. Le tireur est planqué au fond de ce couloir.
Le SWAT avance pour le débusquer. La fusillade commence. Tireur au sol. Cette unité d'élite intervient dans les situations les plus sensibles et face aux trafiquants de drogue. Mais Miami est aussi le théâtre d'une autre délinquance. Dans cette ville de 2,5 millions d'habitants, il y a aussi beaucoup de vols à main armée, de braquages et d'agressions. Des faits divers qui sont aussi un spectacle médiatique et dont certains vivent très bien. Sur ce parking en centre-ville, un drôle d'animal de nuit attend dans sa voiture. Rafio Storace passe des heures à écouter les radios de la police avec sa dizaine de scanners. Il guette les faits divers pour les filmer à chaud et revendre ces images aux télévisions locales. Et voilà le genre de vidéo qu'il ramène. Mets les mains derrière ton dos. L'arrestation en direct par la police d'un jeune homme qui vient de poignarder à mort son beau-père. Ou bien encore cette terrible fusillade au cours de laquelle des policiers ont abattu 2 hommes. J'essaie de donner aux télés ce qu'elles veulent. Et elles veulent des vidéos dramatiques. Des gens au sol, blessés et en sang. Elles veulent des courses-poursuites, des maisons en feu avec des flammes qui sortent du toit. Il est 23h. Rafio commence sa maraude. Écouter 14 radios en conduisant, c'est tout un art. Je dois surtout faire très attention aux différents codes que j'entends. Comme 30 pour une fusillade, 29 pour un vol à main armée. Un incendie, c'est le 49. Au bout de 30 minutes, c'est la première poussée d'adrénaline. Un flic demande de l'aide. Ça sent bon. Je pense qu'il poursuit quelqu'un à pied. Rafio met les gaz et avec ses radios en main, il lâche carrément le volant. Je conduis avec mes coudes et j'écoute mes scanners à 130 km/h. Les risques font partie du métier. Un homme ivre, qui faisait du tapage, a refusé d'être arrêté et a blessé un policier avant de s'enfuir. Le suspect va à l'ouest. Un homme blanc. Il a une chemise blanche, un jean bleu, des cheveux noirs. Quelqu'un le voit? Je l'ai en joue. Les policiers le braquent avec une arme, là. Le fuyard vient d'être arrêté, mais le policier blessé n'a pas été pris en charge. J'ai besoin de secours immédiatement pour le policier. Le policier est blessé. Ils appellent pour de l'aide, niveau 3. Ça signifie que c'est une priorité absolue pour les secours. Une fois arrivé sur place, le policier est déjà dans l'ambulance. Rafio suit le cortège jusqu'à l'hôpital. Et il arrive à voir l'image du policier qui entre, la tête bandée, aux urgences. On dirait qu'il est mal barré. Sa tête toute bandée comme ça, c'est pas bon signe. Ok, on a de bonnes images à vendre, mais il faut y aller. On n'a pas le droit de rester là. Mais pour que les télés achètent, il faut aussi les détails de l'affaire. Rafio retourne donc sur les lieux de l'interpellation. Les télés aiment voir beaucoup de voitures de police. Je vais filmer ces voitures avant qu'elles ne soient déplacées. Puis Rafio va aux nouvelles. Salut mec. J'imagine que ça a commencé dans cet hôtel, non? Il était peut-être bourré? Oui, le type ne se laissait pas arrêter. Il était ivre et ça a commencé comme ça. Maintenant, il est dans la merde. Ces policiers, je travaille avec eux pratiquement chaque nuit. J'ai de bonnes relations avec eux. Quand tu leur montres du respect, ils te respectent aussi. C'est très important pour ma profession. Ça m'aide à avoir des informations. Et avant de partir, Rafio ne néglige aucun détail, comme les chaussures du fuyard, encore au sol.
Il se passe beaucoup de choses. Quand c'est comme ça aussitôt, ça veut dire que ça va être une bonne nuit, mec. Il est 3 h du matin. Rafio s'offre une pause. Je suis fatigué cette nuit. J'ai besoin d'une boisson énergétique, un peu de nourriture pour tenir bon. Une boisson énergétique et un plat chaud à emporter. Ce repas, il le prend dans sa voiture, à l'écoute des radios pour ne rien rater. Rafio couvre une zone de 100 km de rayon et il s'est positionné à un endroit bien stratégique. J'ai choisi de planquer ici, car une voie rapide passe sur ce pont. Je peux aller où je veux dès que j'entends quelque chose. Rafio connaît toutes les ruses de son métier qu'il pratique depuis 12 ans. Et il n'est pas peu fier de s'être imposé sur la place de Miami. Je suis infatigable, malin et rapide. Je me suis débarrassé de la concurrence car je les battais tout le temps. Je ne m'arrête jamais et ils ont fini par se fatiguer. Quelques secondes plus tard, les affaires reprennent. Et cette fois-ci, ça va être spectaculaire. Un suspect de vol à main armée. Il s'échappe. C'est un suspect de vol à main armée qu'ils poursuivent. L'homme aurait braqué des passants pour leur voler leur portable. Plusieurs voitures de police sont à ses trousses. Une belle séquence que Rafio ne veut pas manquer. Ils vont au nord, à 12 pâtés de maison. J'essaie de leur couper la route pour les intercepter. Et c'était pas un feu rouge, là? Bah si, mais je suis obligé, c'est très dangereux. Je pourrais me tuer un jour. Rafio se rapproche de la police et finit par se retrouver nez à nez avec eux. Ça y est. Ça y est, ils sont juste là. La première voiture, c'est celle du fuyard. Derrière, un cortège de véhicules de police. Rafio part à leur trousse. Il fait une pointe à 130 km/h en pleine ville. Il y a beaucoup de voitures de police, peut-être 20, 30. C'est un suspect de vol à main armée, ils doivent l'arrêter. Quelques secondes plus tard, toutes les voitures de police sont à l'arrêt. Le fuyard a tenté de s'échapper à pied. Mais les policiers, en surnombre, le rattrapent. Et le poussent violemment contre une voiture. Le méchant a été arrêté. Pour cette série de vols à main armée, ce jeune homme risque gros. En cas de récidive, les lois en Floride prévoient jusqu'à 30 ans de prison. Rafio, qui a mis la scène en boîte, semble ravi du spectacle. Hey, mon frère, ça va? Ouais, ça a été chaud, hein? Bonne prise, c'est génial. Ouais, on l'a pris en 2 secondes. Hein. Ouais, je le sais bien. Il est sorti de sa voiture et je l'ai poursuivi. Vous avez arrêté le méchant. La nuit a été bonne pour Rafio et elle touche à sa fin. Il est 7 h du matin. Il lui reste à gérer un dernier moment délicat, la vente des images aux télés locales. Hey Rafio, ça va? Ça va, et toi? Bien, j'ai une offre pour vous ce matin. 2 histoires au prix d'une. Tu as 1 minute? Tu veux savoir? Ouais, t'as quoi? Bah d'abord, un policier à l'hosto, après avoir été frappé par un mec qui le poursuivait. Et sa vie n'est pas en danger. Et l'autre, c'est quoi? Et puis il y a une course-poursuite avec les voitures qui passent juste à côté de ma caméra. Ouais, je vois bien. Ah ouais, des images géniales. Rafio envoie les images par Internet.
Ce matin, il a vendu ses histoires à 3 télés locales, pour un peu plus de 500 €. Mais il fait beaucoup plus d'argent quand il arrive à filmer des stars, nombreuses à Miami. Son plus joli coup, c'était il y a 2 ans. C'était quand Justin Bieber s'est fait arrêter à Miami Beach avec son ami, le rappeur Khalil. Il faisait une course en voiture. J'ai fait 20 000 $ cette nuit-là. En moyenne, il arrive à gagner 7 500 € par mois, mais il travaille quasiment toutes les nuits. Pendant la journée, Miami redevient une ville solaire, une destination de rêve, où l'on peut profiter des dizaines de kilomètres de plage. 12 millions de touristes les fréquentent chaque année. Un des jours de plus grande affluence, c'est le 4 juillet, le jour de la fête nationale. Des centaines de bateaux de plaisance sont de sortie. Un moment de joie, mais aussi propice aux accidents entre ces puissantes machines. Grace et Joe veillent à limiter les dégâts. Ces policiers travaillent dans la patrouille maritime. Ils se rendent à Nixon Beach, un banc de sable à un quart d'heure de bateau de Miami. Un endroit où l'on a pied et où tout le monde vient faire la fête. La musique est si forte car chacun veut entendre la sienne et pas celle des autres. C'est une grande fête toute la journée. De l'eau jusqu'aux épaules, les gens s'amusent, un verre d'alcool à la main. Il y a tellement de plaisanciers ici que c'est devenu un peu dangereux. Ils veulent naviguer à une vitesse élevée, il y a des gens dans l'eau, des ancres partout. On essaie de garder tout le monde en sécurité. Quelques minutes après, Grace repère des jeunes apparemment alcoolisés. Ils sont en train de quitter les lieux. Je veux voir l'équipement de sécurité. Il y a combien de personnes à bord? 21. Je vous ai arrêté car vous naviguez avec toutes ces personnes devant vous. Et vous ne voyez pas où vous allez. Le bateau est surchargé. Vous voyez bien que vous êtes trop enfoncé dans l'eau. Le moindre mouvement peut vous faire chavirer. On sait ce qu'on fait, mec. Pour avoir embarqué autant de monde, le pilote, qui ne semble pas ivre selon les policiers, écope d'une amende. Je vous mets une amende de 90 $. Je veux juste que vous arriviez à la maison en sécurité. Vous avez beaucoup de monde à bord. Vous êtes responsable pour chaque vie à bord. La suite au prochain épisode. Les jeunes repartent vers la marina, alors que Grace et Joe continuent leur patrouille et passent dans une zone de la baie très sélecte. Quelle belle maison. Ça coûte 15 millions de $ une maison par là. Il y en a une plus petite à l'intérieur, vendue pour 12 millions de $. Un lieu de grand luxe, fréquenté par les grands de ce monde. Le président Nixon avait une maison ici et c'était son héliport. Parfois même Obama vient ici bruncher avec des amis. Mais en quelques minutes, Grace et Joe vont passer de ce spectacle de richesse à celui d'une grande misère. On a reçu un appel. Ils ont trouvé au large un radeau de fortune de migrants cubains. Cuba se trouve juste en face, à 300 km de Miami. Il y a beaucoup de citoyens cubains qui traversent. Ils cherchent la liberté. Cuba est une dictature, un pays pauvre. Donc beaucoup de gens essaient de traverser. Grace et Joe doivent vérifier s'il y a des migrants à bord et les secourir. C'est à 3 km. C'est tout droit devant nous. Le voilà. C'est là-bas, je le vois. C'est bon, il n'y a personne. Sur cette coquille de noix, sur laquelle montent jusqu'à 20 personnes, des migrants ont bravé l'océan et ses tempêtes pendant plusieurs jours. Une embarcation faite de bidons de tôle, avec une simple bâche pour voile et un vieux moteur. Sur un bateau de cette taille, s'entassent entre 2 et 20 personnes.
Ils chargent beaucoup de bouteilles d'eau, car ils ne savent pas combien de temps ils passeront en mer. Les passagers de l'embarcation ont probablement été pris en charge par des passeurs au large de Miami. C'est une tentative désespérée pour arriver aux États-Unis par tous les moyens. Les gardes-côtes ont intercepté en mer près de 5000 migrants en 2015, un chiffre qui ne cesse d'augmenter. Quelques minutes après, un nouvel appel radio. Une femme s'est blessée à jet ski. À North Beach. Une collision entre deux jet skis. Une jeune femme s'est blessée et a perdu connaissance. Les pompiers sont déjà sur place. Mais leur bateau ne peut pas se rapprocher de la plage. L'eau n'est pas assez profonde. Montez à bord, les gars. La victime a repris connaissance, mais elle semble grièvement blessée. Doucement, doucement. Je l'ai, tranquille. Allez hop, doucement les gars. Je l'ai. Elle se plaint de douleurs très fortes au cou et à la tête. Il faut la transporter d'urgence à l'hôpital. Son copain qui conduisait le jet ski est très inquiet. On ne peut pas aller très vite car il y a les vagues. Ce n'est pas comme sur une voiture. La patiente pourrait être blessée encore plus par les chocs. On doit essayer d'être le plus stable possible. Arrivé à la marina, l'ambulance est déjà prête. Oh mon Dieu, mon Dieu. Ça va aller, ça va aller. Sur cet accident, la mission de Grace et Joe est terminée. En cette fin de journée, ils se dirigent maintenant vers la ville. Et ils ne sont pas les seuls. C'est le 4 juillet, le jour de l'indépendance. On va célébrer avec un grand show de feux d'artifice. Et tout le monde veut être proche et avoir la meilleure vue. Il y a au moins 200 bateaux ici, facile. Il y a tous ceux qu'on a croisés aujourd'hui. C'est un peu l'embouteillage et les deux policiers font la circulation. Il faut que vous reculiez ou que vous alliez avec les autres bateaux. Mais vous ne pouvez pas rester ici. Enfin, tout est prêt. Le spectacle commence. C'est beau. J'ai la chance d'avoir ce job. Je vois ces feux d'artifice depuis 16 ans. C'est ma 16e fois depuis le bateau. Mais après ce grand moment de communion nationale, le quotidien reprend son cours à Miami. La ville connaît une autre délinquance qui prend une ampleur particulière ici. Le vol de voitures. 8800 véhicules sont volés chaque année, et souvent de manière très violente. Comme on le voit sur ces images de vidéosurveillance d'un hôtel. Un homme s'empare d'un véhicule en cours de chargement et part en force. Il percute 6 personnes. Une a été grièvement blessée. Pour lutter contre ce fléau, une unité spéciale a été créée. Il est 18 h. Dans le nord de la ville, 6 hommes de cette unité commencent leur journée dans un restaurant cubain. 4 cafés. Ils prennent des forces pour la nuit. Café cubain. Qui a pris du café? Il y a des chances que la nuit soit longue. On ne sait jamais ce qui peut se passer dans le travail de policier. C'est pour ça qu'on boit un petit café. Le détective Ray Curbelo est un ancien para de l'armée et il est dans la police de Miami depuis 27 ans. Une expérience solide qui lui est utile dans sa chasse aux voleurs de voitures. Ray et son équipe ont une technique bien rodée. Ils travaillent en meute. Avec eux, ils ont toutes les informations sur les dernières voitures volées.
On a 4 voitures qui ont été volées quelque part dans le nord. Une était dans le North End. On peut peut-être tomber sur une ou deux. On y va. Et pour les retrouver, ils sillonnent méthodiquement certains quartiers de la ville, en voiture banalisée. J'ai récemment retrouvé ici 2 ou 3 voitures volées dans des carjackings. Les mecs qui font des carjackings retournent ici pour abandonner les voitures. Souvent, ils vivent dans le coin. C'est pour ça qu'ils viennent ici. En cas de poursuite avec la police, ils peuvent sauter de voiture et rentrer chez eux. À quelques centaines de mètres de là, un de ses collègues demande de l'aide. Il a arrêté une voiture, intrigué par la plaque qui n'est plus valable. Ray arrive en renfort pour contrôler les 2 jeunes à bord. Mets tes mains sur la voiture ou je te plaque au sol. Allez, ne me bouscule pas. Relax, écoute, mets tes mains sur la voiture. Écarte tes jambes. Dans ce quartier à majorité noire, les rapports sont tendus entre les jeunes et la police. Vous ne faites pas ça dans un quartier blanc. Vous devriez vous inquiéter de ceux qui tuent des gens. En fait, la voiture n'est pas volée. Ces jeunes n'ont tout simplement pas renouvelé leur plaque. Ils s'en sortent avec un simple avertissement. Quelques minutes plus tard, l'alerte est plus chaude. Un homme, au volant d'une voiture de luxe, a pris la fuite en voyant la police. Ray fonce aider ses collègues. La voiture a été abandonnée après un choc, tout feu allumé. Cette berline allemande a bien été volée. Pour retrouver le fuyard, Ray et ses collègues quadrillent le quartier. Même un hélicoptère est mobilisé. Et une équipe cynophile. Mais au bout de 40 minutes, les policiers s'avouent impuissants. Le voleur reste introuvable. Il se serait réfugié dans une maison. Une fois qu'il entre dans une maison et que tu perds le contact visuel, tu sais qu'il est là, mais tu ne peux pas l'arrêter. On ne peut pas entrer sans mandat. Dans ces maisons, si on frappe à la porte, ils n'ouvrent pas. On est de la police et ils ne nous laissent pas entrer. Cette fois-ci, ils n'ont pas pu neutraliser le voleur. Mais Ray le sait. Sa mission est risquée, ses délinquants sont souvent armés. Et pour sa protection, il ne se fie pas seulement à son gilet pare-balles. Saint-Michel a été envoyé par Dieu pour s'occuper des esprits méchants. C'est un guerrier. Il patrouille avec moi. Tout homme doit croire en quelque chose de plus grand que lui. Une protection qui pourrait lui être utile dans les minutes qui suivent. À un pâté de maison, un de ses collègues a pris en chasse une voiture volée. Ray fonce et barre la route au fuyard. Montre-moi tes mains. Montre-moi tes putains de mains, tout de suite. D'autres policiers sont déjà là. Allonge-toi par terre, tout de suite. Mets tes mains derrière ton dos. Bouge pas. Tu as des armes sur toi, mec? Soulève ton pantalon. Assieds-toi ici. Écarte tes jambes. La voiture a été volée il y a 2 semaines. Et elle avait déjà échappé à la police une première fois. Elle est manifestement tombée dans les mains de malfrats chevronnés. Jette un coup d'œil là-dedans. À l'avant, sous le siège passager, un pistolet semi-automatique. Chargé, une balle dans la chambre, il est prêt à faire feu. Mais ce n'est pas leur découverte la plus étonnante. Il y a du scotch sur la portière. On va l'enlever pour voir s'il y a un impact de balle. Oui, on dirait bien un impact de balle. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la voiture a été impliquée dans une fusillade. Apparemment, quelqu'un a riposté et les a touchés. C'était juste parfait, merci mec. En luttant contre le trafic de voitures volées, Ray a peut-être évité ce soir un nouveau braquage ou une nouvelle fusillade à Miami. Dans leur centre d'entraînement,
Les hommes du SWAT, quant à eux, s'apprêtent à passer une journée plutôt mouvementée. Le nom du bateau est Biscayne Lady. Biscayne Lady. 34 mètres, 2000 nautiques au large, 19 passagers et 3 ravisseurs. Armés de fusils d'assaut et de pistolets. Ils vont devoir faire face à une attaque terroriste de grande envergure. Aujourd'hui, c'est une simulation, mais ça peut arriver à tout moment. Pas plus tard que le 12 juin dernier, à Orlando, à 300 km de là, un homme se revendiquant de l'État islamique a tué 49 personnes dans une boîte de nuit. Aujourd'hui, pour leur exercice, les hommes du SWAT doivent faire face à une situation encore plus dangereuse. 3 terroristes ont détourné ce grand bateau de promenade et tiennent en otage 19 personnes. Cassez-vous! Cassez-vous d'ici! On va à Turkey Point. C'est là où on veut aller. C'est là où on veut aller. Ok, on y va. Ils veulent écraser le navire contre cette centrale nucléaire qui est seulement à 40 km de Miami. La catastrophe serait majeure. Pour les hommes du SWAT, c'est une course contre la montre. Il faut neutraliser les terroristes en un temps record. Une équipe est en hélicoptère alors qu'un convoi traverse la ville en urgence pour rejoindre la marina de la police. C'est le lieutenant Bello qui dirige l'opération. Aborder le bateau n'est pas facile. Ils ont l'avantage de la situation. Un pont en hauteur, une voie de circulation autour du bateau, et nous, on ne peut rentrer que par l'arrière. Il faut qu'on bouge vite et bien. Cette fois-ci, ils utilisent des munitions d'entraînement qui marquent l'adversaire avec une couleur vive. Ils foncent vers le navire. Et pour cet entraînement en conditions réelles, la police a mobilisé de gros moyens. En plus du bateau de promenade, il y a 5 hors-bord, 3 hélicoptères, 60 hommes en tout. Le moment de l'approche est crucial. À découvert sur leur hors-bord, ils sont une cible facile. Pour les protéger, dans les hélicoptères, des snipers surveillent les preneurs d'otages. Les snipers, vous avez l'ordre de tirer si vous en avez l'opportunité. Ordre de tirer. Abordez, abordez. Pour déstabiliser les terroristes, ils abordent des deux côtés en même temps. Bouge pas, putain! Chaque passager pourrait être un terroriste et doit être neutralisé. Le premier preneur d'otage se trouve dans la cabine, juste au-dessus. Cible à terre! Rapidement abattu, il a eu le temps de toucher un homme du SWAT. Montez sur le pont! La progression est délicate. Il y a de nombreux passagers à neutraliser. Montre-moi tes mains! Allonge-toi! Tout de suite! Ne touche à rien! Reste l'étape cruciale, éliminer l'homme qui menace le commandant. Le premier policier est touché, le deuxième abat le terroriste. Suspect à terre! Il reste un preneur d'otage, mais ils ignorent où il se cache. Ils avancent vers l'avant. Retranché sur le pont supérieur, le dernier homme est coincé. Suspect à terre! Au final, les hommes du SWAT ont certes repris le contrôle du bateau et évité une catastrophe majeure. Mais 2 policiers marqués de rouge ont été touchés. Heureusement, ce type d'affaires terroristes particulièrement dangereuses n'est pas leur quotidien. La plupart de leurs missions concernent le trafic de drogue. L'unité d'élite va bientôt intervenir ici, dans le nord de la ville. Une commune populaire dont la majorité de la population est d'origine cubaine. Le lieutenant González et le détective Anne viennent aujourd'hui chercher les dernières preuves qui doivent permettre l'arrestation d'un dealer.
Il faut dire qu'une partie de la commune est gangrénée par le trafic de drogue. Tu vois ces types qui zonent? Il y a de la vente de drogue ici. On peut y voir aussi des consommateurs. Un peu plus loin, le spectacle est le même. Le blanc là-bas est un acheteur. Il achète. Il en a dans la main. Putain de merde. Ah ouais, je t'avais dit. J'hallucine. Ils vendent à chaque coin de rue. Chaque coin de rue. Un habitant, excédé, leur a indiqué un trafic de drogue dans une maison. Et ils ont en effet observé qu'un dealer y vend de l'herbe et de la cocaïne. Ils y font un dernier repérage. C'est la maison avec la bâche bleue sur le toit. Tu vois le vendeur juste devant la maison? C'est l'une des cibles de notre enquête. On sait que le dealer est là et qu'il bosse. On peut organiser notre achat. Car le détective Anne va tenter d'acheter de la drogue. On se retrouve après? Merci, mon chou. Merci, lieutenant. Il rejoint un indique pour aller chez le dealer. S'ils arrivent à acheter, ce sera la preuve ultime du trafic. Un élément indispensable en Floride pour obtenir un mandat d'arrêt. Le lieutenant suit la transaction à la radio. L'indique est ressorti de la maison du dealer. Il marche vers nous. Ok. Dis-moi dès que tu sais si c'est bon ou pas. Oui, c'était bon. Ok, super. La transaction réussie, Gonzalez retrouve son détective. Ça s'est bien passé. L'indique a essayé d'acheter de la coke, mais il n'en avait pas aujourd'hui. Ils n'en ont pas toujours. Mais il a pu acheter 7 grammes de marijuana. C'est la plus petite quantité que tu peux acheter là-bas. Avec cet élément en main, ils peuvent maintenant faire intervenir le SWAT. Au quartier général, le sergent Troy profite d'un moment plus calme pour nettoyer ses armes. Il attend cette intervention avec une certaine appréhension, car c'est la dernière pour lui. Après 19 ans de loyaux services, il quitte l'unité pour devenir instructeur de tir à l'école de police. Ce qui va me manquer du SWAT, c'est l'imprévu, l'adrénaline. Tu n'as pas la moindre idée de ce que tu vas trouver. Chaque mission est vraiment différente. Suis-je un drogué à l'adrénaline? Peut-être que oui. Alors cette mission va-t-elle être à la hauteur en matière d'adrénaline? Il rejoint son équipe pour le brief. Pour sa dernière intervention, il choisit d'être en première ligne. Écoutez-moi, on va traverser la 103e rue, on va tourner à droite à la 101e, on sera à 10 secondes de la cible. Ce sera très court, ok? L'équipe d'entrée, ce sera Cardinez au bouclier, Jiménez à la porte et moi-même. Ok, on y va. Troy Lee embarque une dernière fois. Quelques minutes plus tard, c'est l'assaut. Les deux hommes qui gardent l'entrée de la maison se couchent sans résister. Le dealer est arrêté facilement. Une dernière mission sans histoire pour Troy Lee. Quand on est entré, tout le monde a obtempéré. Une mission sans blessés, c'est une bonne mission. Pour les stupéfiants, la saisie est modeste. 700 grammes d'herbe, ce n'est pas énorme pour un trafiquant. Bien sûr, on en veut toujours plus. Mais dans la maison, on a quand même trouvé une bonne quantité de marijuana et de pilules. Donc c'est bien. Le SWAT repart vers son quartier général. À Miami, sur une année, cette unité d'élite intervient 200 fois.